Ok, donc, alors moi je ne suis pas Pascal Fourie comme indiqué sur ma vignette, je suis Gilles Montambeau et donc j'ai le plaisir de présenter Jacqueline Bloch. Je pense que tout le monde connaît sur le plateau, mais je dois quand même le faire. Donc Jacqueline travaille au C2N, elle dirige une équipe sur la problématique du couplage lumière-matière dans les nanostructures semi-conductrices. Donc c'est la physique de quasi-particules hybride lumière-matière, électron-lumière, ce qu'on appelle des polaritons. Et ce caractère hybride permet une manipulation très, très astucieuse, soit des propriétés matière, soit des propriétés lumière. En particulier, depuis quelques années, cette équipe a simulé des expériences de matière condensée à une échelle différente de la matière condensée. Quoi dire, tous ces travaux ont une reconnaissance internationale très importante qui a été sanctionnée par des prix de la SFP, de l'Académie des sciences, la médaille d'argent du CNRS. Et Jacqueline est membre de l'Académie des sciences. Et donc, je vais la laisser parler. Voilà, c'est à toi, Jacqueline. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Gilles pour cette invitation et puis cette introduction très sympathique. Et donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu un aperçu des recherches que nous développons au C2N dans mon équipe sur ces quasi-particules qu'a introduite Gilles, qu'on appelle aussi des fluides quantiques de lumière, et donc vous montrer comment on peut se servir de ce système pour émuler différents problèmes de la physique et en particulier de la matière condensée. Donc, je vais d'abord commencer par une introduction peut-être un peu trop générale, je ne sais pas, parce que je n'ai pas trop à quelle audience je m'adresse, sur la simulation, l'idée, pourquoi on va fabriquer un système analogue et réaliser des expériences sur un système analogue. Et puis, ensuite, on rentrera dans le détail donc, de nos recherches et j'ai sélectionné quelques exemples pour vous illustrer un petit peu la physique que nous explorons. Donc, comme vous le savez certainement, même encore mieux que moi, donc la matière condensée est faite d'un assemblage d'atomes qui sont organisés dans des cristaux, par exemple, dans un réseau avec des symétries ou bien même des propriétés topologiques particulières. Et donc, dans ces atomes, il y a un très grand nombre, tout un cortège d'électrons, il y a un noyau, et toutes ces particules peuvent interagir entre elles, par exemple par interaction coulombienne. On peut avoir des spins, et les spins peuvent interagir entre eux. Et donc, on a un problème absolument gigantesque avec un nombre absolument astronomique de particules et un problème à N-corps avec énormément de particules qui interagissent entre elles. Et donc, de tout ce système émergent des propriétés macroscopiques qui sont très intéressantes, comme le magnétisme, les propriétés de conduction électrique des matériaux, la superfluidité, la supraconductivité, ou bien, par exemple, aussi des matériaux qu'on appelle des isolants topologiques, qui sont des matériaux qui sont isolants dans le matériau massif, mais qui peuvent conduire du courant par leur surface. Donc, tout ça, c'est des systèmes qui sont extrêmement intéressants, mais on se retrouve pour les comprendre et décrire ces propriétés face à ce problème qu'on a un très, très grand nombre de particules. Alors, typiquement, dans un centimètre cube de solide, on a 10 puissance 23 atomes, chaque atome étant constitué de protons, de neutrons, ayant des charges. Et donc, on voit bien qu'on ne peut absolument pas décrire les degrés de liberté et les états quantiques de chacune de ces particules, puisque l'espace de Hilbert va varier comme 2 puissance n. Et donc, on n'est même pas capable, en fait, il faudrait déjà plus de l'âge de l'univers pour juste encoder l'état quantique du système complet à un instant donné. Donc, on sait tous que la matière condensée, pour la comprendre, il faut simplifier, il faut décrire des méthodes approchées, trouver des théories de champs moyens, différentes méthodes qui sont que des solutions approchées. Et parfois, on a vraiment besoin de toutes ces interactions pour comprendre la physique et donc on est devant un problème qui est vraiment très complexe.
Alors, il y a une approche, c'est donc de développer ces systèmes, des méthodes de plus en plus sophistiquées. Une autre approche, c'est de se dire, bah, après tout, on pourrait réaliser un système expérimental, peut-être plus simple que celui initial qu'on est en train d'étudier, et se servir de ça pour finalement trouver la physique en faisant des expériences directement sur ce système analogue. Alors en fait, cette démarche, elle a été suivie par des gens depuis très très longtemps et en fait déjà à l'époque des Grecs, on a ces fameuses machines denticitaires qui sont des assemblages d'engrenages et de roues dentées et qui permettaient de calculer la position des astres et par exemple de prédire les éclipses. Donc, c'était déjà une machine analogue qui donnait finalement le résultat d'un calcul qu'on n'était pas capable de mener. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est cette maquette qui est la tête à l'envers, qui a été utilisée par Gaudi pour calculer la forme de toutes les arches et de toutes les structures dans sa cathédrale, la Sagrada Familia. Parce que finalement, quand on met ce modèle à l'envers, avec donc des petites masses reliées entre elles par des petites ficelles, eh ben, le système va adopter automatiquement la forme optimale pour avoir un bon équilibre quand on met la structure à l'endroit. Et donc, il suffit, si on veut rajouter une petite arche ou bien changer une longueur, de la changer dans la maquette à l'envers et automatiquement, on aura la forme que doivent prendre toutes les autres structures de la maquette. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur qui permettait de calculer ça et finalement, il s'est servi de ça comme d'une machine analogue pour décrire la forme de sa cathédrale. Alors ensuite, on a des contributions majeures de Richard Feynman qui s'est intéressé à comment décrire un problème quantique à un corps, qui a montré qu'on ne peut absolument pas le calculer avec un ordinateur classique et que la seule façon d'y arriver, c'est de faire appel à une machine quantique, à un calculateur quantique. Et en fait, il a été montré que c'est possible de fabriquer une machine quantique qui soit un calculateur quantique universel, mais il est extrêmement complexe à réaliser. Et finalement, aujourd'hui, les chercheurs donc, qui travaillent dans le domaine de la simulation quantique travaillent à fabriquer des simulateurs analogues, c'est-à-dire qui sont spécifiques pour un problème donné. Donc, l'idée, c'est qu'on va chercher un système analogue qui va être spécifique pour un problème auquel on s'intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le problème qu'on veut étudier, simplifier le système pour ne garder que les ingrédients minimales. Par exemple, si on s'intéresse à la conduction dans un cristal, on ne va pas prendre les électrons qui sont très liés au cœur, on va prendre que les électrons de conduction. Donc, on simplifie au maximum. On trouve un système analogue très bien contrôlé qui peut être décrit par le même Hamiltonien. Et finalement, ensuite, on aura les résultats de notre problème en faisant des expériences sur le système analogue. Donc, c'est un domaine dans le domaine quantique qui est en plein essor actuellement, avec des plateformes qui sont très, très avancées, comme celle des atomes froids qui sont piégés dans des réseaux, des ions piégés qu'on peut aussi piéger dans des réseaux, ou bien encore des anneaux supraconducteurs. Et puis, donc, il y a la quatrième plateforme que je vais décrire ici plus en détail, qui est de faire des expériences de simulation avec des photons. Donc, ce sera la motivation générale de tout ce domaine de recherche, c'est de faire des expériences sur des systèmes qui sont plus faciles à contrôler, plus faciles à sonder que le système naturel. On peut, une fois qu'on a ce système analogue, déformer le système, créer des nouvelles géométries qui peuvent ne pas exister dans la nature. Vous verrez que parce que nous, on travaille dans une plateforme semi-conductrice qui est complètement compatible avec des applications en optoélectronique, en fait, on peut aussi, sur le chemin, trouver des nouveaux concepts pour des nouveaux dispositifs et donc avoir en fait des retombées pour des vraies applications. Et puis donc, ultimement, on peut aller au-delà de ce qu'on peut vraiment calculer en implémentant des problèmes vraiment très difficiles. Donc, les recherches que nous développons au C2N concernent donc ce domaine de la simulation en utilisant donc les moyens de la nanotechnologie pour fabriquer des cavités de très grands facteurs de qualité et puis ensuite les graver, les sculpter sous forme de réseaux de différentes géométries. Et ensuite, on peut faire des expériences d'optique sur ce type d'échantillons. Alors, donc le plan que j'ai choisi pour mon exposé va être le suivant. Je vais d'abord faire une introduction sur ces polaritons, donc qui sont, comme vous le verrez, des photons massifs, des photons qui ont une masse, des photons bidimensionnels,
qui peuvent interagir entre eux et qu'on peut ensuite propager dans des réseaux artificiels dont on contrôle parfaitement la géométrie. Donc, je vous donnerai d'abord une introduction un petit peu sur tous les boutons expérimentaux qu'on a pour créer des structures intéressantes. Et puis ensuite, donc, je vous présenterai quelques expériences sur des réseaux. Donc, on parlera du benzène et on verra qu'on a trouvé un nouveau concept pour un laser intéressant basé sur une petite molécule de benzène photonique. On parlera du graphène et on verra comment on peut simuler la physique du graphène et aller au-delà de ce qui existe dans le vrai graphène. Et puis, dans la dernière partie, je présenterai des études qui sont un petit peu différentes où on verra qu'on peut accéder à une physique qui est très connue en matière condensée et en matière molle en particulier, qui est la physique KPZ, qui concerne des systèmes hors équilibre stochastiques qui présentent des lois d'échelle dans leur comportement spatial et temporel. Et on verra qu'on retrouve cette physique dans nos quasi-particules qu'on appelle polaritons, avec des lois d'échelle caractéristiques de la loi KPZ. Donc, c'est vraiment un exemple très différent qui permet d'émuler un problème physique intéressant. Alors, donc tout d'abord, nos échantillons. Donc, on travaille dans le système le mieux contrôlé pour fabriquer des cavités de très grands facteurs de qualité, donc, qui est donc le semi-conducteur 3,5 GALAS. Et donc, on peut, en fabriquant donc, des empilements par épitaxie par jet moléculaire, réaliser des miroirs de très, très grande réflectivité. Et donc, nos échantillons sont faits de 2 miroirs qui vont former une cavité Fabry-Perot. Donc, entre les 2 miroirs, il y a une couche qui va former la cavité. Et donc, dans cette cavité, les photons vont être confinés entre les 2 miroirs. Et si je regarde donc le mode de résonance de cette cavité Fabry-Perot, en fonction de l'angle d'incidence avec lequel on peut arriver sur la cavité, eh bien, on peut montrer que l'énergie de ce mode de cavité, en fonction de son angle, qui revient au même que de dire en fonction de son vecteur d'onde, varie au voisinage de l'incidence normale, donc au voisinage du K dans le plan, Kx égale Ky égale 0, varie comme une parabole. En fait, le fait d'être confiné entre les 2 miroirs va quantifier le vecteur d'onde de la lumière le long de la direction Z, verticale, et du coup, on se retrouve avec une parabole au voisinage de K égale 0. Alors, quand on a une parabole, vous savez tous en matière condensée, quand on a une dispersion parabolique, on aime bien l'écrire sous la forme h bar 2 K2 sur 2m, et du coup, m devient la masse de nos photons. Donc, finalement, cette parabole décrit le mouvement dans le plan par oscillation successive entre les 2 miroirs d'une particule, donc nos photons, qui ont une masse qui dépend des paramètres du système. Alors ensuite, au sein de cette cavité, au ventre du champ électromagnétique, on peut insérer une zone active qui va être formée d'un puits quantique. Alors ces puits quantiques, on peut les exciter optiquement et former, donc on va faire passer des électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Ça va laisser des trous dans la bande de valence et des électrons dans la bande de conduction qui vont former une quasi-particule liée qu'on appelle exciton, qui va pouvoir vivre un certain temps dans son puits quantique, qui est décrit aussi par une particule massive. Mais ici, la masse est tellement lourde par rapport à celle des photons que la dispersion a l'air complètement plate. Ces excitons, ils vivent le temps de leur temps de vie. Et puis, éventuellement, à la fin, ils vont se recombiner, émettre un photon à l'intérieur de la cavité. Et alors, ce qu'on fait, vous voyez les animations là, parce que moi, je ne les vois plus, mais vous les voyez? Gilles, tu les vois? Là, je ne les vois pas. Hein. Et là? Non, ce que tu m'as montré tout à l'heure, je ne le vois pas. Ça ne marche plus. Hein? Non, on les voit. Hein. Ah, vous les voyez. Bah alors, je ne sais pas. Il y a un truc, il y a une magie là. C'est pas grave. Donc voilà, les photons qui sont émis par les excitons, si on dessine la cavité de telle façon que ces photons soient résonnants avec le mode de cavité, ces photons vont pouvoir osciller dans la cavité, être réabsorbés, puis réémis, réabsorbés, etc. Et au bout du compte, les états propres de notre système, ce sont plus des excitons d'un côté et des photons de l'autre, mais vraiment une quasi-particule hybride exciton-photon, dont vous voyez ici les dispersions. Donc, ces polaritons de cavité, ils ont été découverts en 1992 par Claude Weisbuch. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des polaritons? C'est justement parce que c'est vraiment la superposition d'un photon
et puis d'une excitation de la matière. Alors, la partie photonique va faire que ces photons se propagent vraiment comme de la lumière dans la cavité. En plus, ces photons qui oscillent entre les deux miroirs, à des moments, ils vont pouvoir s'échapper de la cavité parce que la réflectivité n'est pas exactement égale à 1. Et nous, les expérimentateurs, on va être là pour les mesurer et on va pouvoir sonder vraiment tout ce qui se passe dans la cavité en regardant par au-dessus la lumière qui sort. Et puis, la partie matière va donner aux polaritons des non-linéarités. Les excitons, ils interagissent entre eux, c'est des électrons, des trous, il y a de l'interaction coulombienne, ils interagissent. Et du coup, les polaritons vont interagir entre eux via leur partie matière. Une autre chose qui est intéressante, par exemple, avec la partie matière, c'est que les excitons, quand on les met dans un champ magnétique, ils acquièrent un effet Zeeman, un splitting Zeeman. Du coup, les polaritons aussi. Les excitons peuvent aussi donner du gain à la structure qui va pouvoir laser. Donc finalement, les polaritons, on peut les imaginer comme des photons qui se promènent dans une cavité, qui sont massifs, qui interagissent entre eux et qui ont une réponse très très forte au champ magnétique. Alors comme je vous l'ai dit, comment on les mesure ou comment on les excite? On les mesure en regardant les photons qui sortent. Donc, par exemple, ici, ces courbes-là que je vous ai déjà montrées, c'est des spectres expérimentaux. Ce qui est noir correspond à beaucoup de signal, ce qui est blanc correspond à pas de signal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré en fonction de l'angle et de l'énergie les photons qui sortent de la cavité. Et on voit directement la structure de bande, les deux branches caractéristiques des polaritons. On peut aussi les regarder non plus dans l'espace des cas, mais directement dans l'espace réel. Donc, regarder en fonction de la position les photons qui sortent. Et ici, par exemple, vous voyez directement l'image d'un réseau en nid d'abeilles de cavités, dont on reparlera plus tard, en train d'émettre de la lumière. Et on voit les petits ronds, là, c'est des petites cavités qui émettent directement. On peut faire aussi de l'interférométrie pour avoir accès à la phase du champ électromagnétique dans la cavité. On peut mesurer la cohérence, on peut mesurer la statistique d'émission. Donc, on a vraiment une photographie complète de ce qui se passe dans la cavité, simplement en regardant les photons qui sortent. Alors, les polaritons sont devenus célèbres après un certain nombre de papiers qui ont eu beaucoup d'impact, dont par exemple celui-là, qui vient d'un groupe de Grenoble, de l'ECIDANG, en collaboration avec le groupe de Benoît Deveau à l'EPFL, qui ont montré l'analogue d'une condensation de Bose-Einstein pour les polaritons. Donc, dans ces expériences, ils ont excité de plus en plus fort la structure en excitant de façon non résonante à haute énergie le système. Et ils voient qu'au-dessus d'un seuil, on observe une population macroscopique d'un état de polariton. Et donc, ils ont appelé ça un condensat de Bose-Einstein. Ça ressemble en fait beaucoup à un laser, mais un laser avec des interactions parce que c'est un laser sur un état qui est un état mixte lumière-matière. Un peu plus tard, il y a eu ces expériences très très belles, donc qui ont d'abord été proposées par Jacopo Carussotto et Cristiano Ciuti, puis réalisées au LKB dans le groupe d'Alberto Bramati et Elisabeth Jacobino avec Alberto Amo, qui ont démontré la superfluidité des polaritons. Donc l'idée, c'est que si on injecte un flux de polaritons, donc ici ce que vous voyez, c'est des images dans l'espace réel, X et Y, et on regarde par au-dessus de la cavité la lumière qui sort. Alors, c'est des simulations, ces images. On a un flux de polaritons qui arrive du haut et qui s'écoule, c'est une onde plane. Et au milieu, il y a un défaut. Et comme il y a un défaut, ça peut faire diffuser la lumière. Et donc, ce qu'on voit, c'est des franges d'interférence entre les photons qui vont vers le bas et ceux qui sont diffusés par le défaut. Alors, l'idée, c'est que quand on augmente la densité, à cause des interactions entre polaritons, la dispersion des polaritons se renormalise et au bout du compte, on atteint un régime qu'on appelle superfluide où il n'y a plus d'état disponible pour être diffusé et finalement, les polaritons vont s'écouler vers le bas sans aucune diffusion et de façon comme s'il n'y avait pas de défaut. Donc ça, c'est une proposition théorique qui date de 2005 et les expériences ont ensuite été réalisées en 2009. Alors, moi, ce que je vais vous montrer dans cet exposé, c'est comment on réalise des réseaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir, en utilisant les nanotechnologies, des petits motifs sur un échantillon planaire. Donc, par exemple, ici, on définit un motif qui est rectangulaire ou carré. Donc, on dépose sur l'échantillon un masque et ensuite, on bombarde l'échantillon avec un faisceau d'ion qui va détruire complètement toute la matière qui était autour. Et finalement, il ne reste plus qu'un petit pilier.
D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez les couches du miroir du dessous, les couches du miroir du dessus et la cavité qui est ici. Donc, dans un pilier comme ça, donc qui fait typiquement quelques microns, la lumière est confinée verticalement entre les deux miroirs, mais elle est aussi confinée latéralement par le saut d'indice entre le semi-conducteur et l'air. Et en fait, ça fait comme une espèce de petite fibre optique. Donc, la lumière est confinée dans toutes les directions et les modes optiques vont être discrets. Et donc, si je regarde par au-dessus la lumière qui sort et que je la trace en fonction de la position et de l'énergie, je vois que le mode du bas, le mode de plus basse énergie, il a un ventre au milieu, donc c'est un mode qui est comme ça, qui a une onde qui est maximum au centre. Le mode du dessus, il a deux lobes qui sont en opposition de phase avec un zéro au milieu. Alors, ce mode-là, on va l'appeler un mode S parce qu'il a la même forme qu'une orbitale S, et puis ce mode-là, on va l'appeler un mode P. Alors maintenant, quand on couple deux de ces piliers, vous voyez ici, c'est une structure qui a une espèce de forme en 8. Ce qu'on mesure, c'est que les modes S de chacun des piliers vont s'hybrider pour former un mode liant et anti-liant avec une différence en énergie. Et puis les modes P vont aussi s'hybrider pour faire un mode liant et anti-liant. Et puis maintenant, si on fait une structure plus grande, on voit que les modes se sont complètement hybridés et on a toute une bande d'états qui sont complètement délocalisés pour les bandes S. Et puis, la même chose ensuite pour les bandes P. Et si je regarde maintenant dans l'espace des cas, je vois les bandes que j'ai construites en couplant comme ça les piliers dans une chaîne 1D. Donc, c'est vraiment le modèle de liaison forte qu'on a dans tous les livres de physique du solide. Et donc, ce que vous voyez, c'est que finalement, on va pouvoir faire une correspondance avec un problème en matière condensée en disant que la fonction d'onde de nos particules qu'on veut simuler sera le champ électrique. Le spin, on pourra voir que c'est la polarisation et on va pouvoir comme ça simuler la physique d'électrons, par exemple, dans un réseau cristallin. Alors, la première chose que je voudrais vous présenter, qui est un petit peu plus subtile, c'est un micro-laser qu'on a réalisé récemment qui est inspiré de la molécule de benzène et dans laquelle vous allez voir qu'on a fabriqué l'équivalent d'un couplage spin-orbite. Alors, la molécule de benzène, c'est pareil, le modèle de liaison forte qu'on trouve dans tous les livres de physique, de mécanique quantique, c'est finalement, on peut juste considérer qu'on a des orbitales qui sont localisées sur les 6 sites, donc ils sont couplés, chaque site est couplé à ses deux premiers voisins avec un terme de couplage que j'appelle -T. Donc, si on résout cet hamiltonien, ce qu'on trouve, c'est que tous les états propres sont des états qui sont dus à l'hybridation des 6 orbitales individuelles. Et donc, ce sont des combinaisons linéaires des 6 orbitales avec un nombre L qui les caractérise, qui correspond à la phase entre deux piliers voisins. Donc, l'état du bas, c'est l'état où tous les piliers sont en phase, qui correspond à L égale 0. L'état du haut, c'est l'état où L est égal à 3. Chaque pilier est en opposition de phase avec son voisin. Et puis, les deux états intermédiaires, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils portent un moment angulaire. La phase tourne de -2π ou de +2π quand je regarde la phase de mes fonctions d'onde le long de ma molécule. Et puis, le deuxième niveau, c'est la phase tourne de plus ou moins 4π. Donc, ce sont des états qui présentent un moment orbital. Alors, évidemment, si je ne brise pas l'invariance par renversement du temps, il n'y a aucune raison que ce soit plus favorable de tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc, ces états sont dégénérés et c'est de là aussi. Donc, j'ai une structure avec 4 niveaux d'énergie. Et quand je fais de la luminescence sur une petite molécule photonique, comme ça, je trouve mes 4 niveaux d'énergie. Alors maintenant, il y a un petit ingrédient supplémentaire par rapport à la molécule. Jusqu'à présent, j'avais considéré un champ scalaire, mais on sait qu'on a de la lumière, et la lumière, il y a une polarisation, c'est un vecteur. Et donc, quand on regarde vraiment en détail le champ électromagnétique dans une structure comme celle-là, on s'aperçoit que la lumière qui est polarisée perpendiculairement ou parallèlement à l'axe de cette molécule, les modes, ils n'ont pas exactement le même couplage. Ici, la lumière qui est polarisée perpendiculairement, elle est un petit peu moins couplée que la lumière qui est polarisée parallèlement. Donc, ce que j'appelle le couplage pour l'onde longitudinale est légèrement différent de l'onde transverse. Donc, finalement, quand je regarde ma molécule et que je veux résoudre, j'ai plus 6 états. Maintenant, j'en ai 12 parce que je prends en compte la polarisation. Et ce que je dois faire, c'est considérer que sur chaque lien, l'onde transverse n'a pas le même couplage que l'onde longitudinale. Et vous voyez que la direction en question, elle change
avec l'angle azimutal. Donc, ce que je vois, c'est que j'ai un couplage entre l'angle azimutal, donc un degré de liberté orbitale, et la polarisation qui est notre spin. Donc, ça fait vraiment un couplage spin-orbite. Quand je mets dans la moulinette et que je calcule cet hamiltonien, ce que je trouve, c'est que mes 4 niveaux ici qui sont dégénérés, ils acquièrent une structure fine. Et si vous voyez le niveau du bas et le niveau du haut, c'est vraiment un mélange entre le degré de liberté orbitale, là c'est par exemple L égale -1, et le degré de liberté de spin, sigma plus. Ici, c'est une combinaison linéaire entre L égale -1 et sigma plus, et L égale +1 et sigma moins. La même chose ici. Par contre, vous voyez qu'ici, j'ai des niveaux qui sont de nouveau dégénérés et qui sont intéressants parce qu'ils sont purs de polar et purs de moment orbital. Et j'ai la même chose pour le niveau L égale 2. Alors la question, c'est maintenant, quand j'ai ces deux niveaux-là, comment je peux faire pour que ma structure, elle émette dans un de ces deux modes et que finalement, j'ai un petit composant qui émet de la lumière avec un moment orbital. La solution, c'est de pomper le milieu actif, donc notre puits quantique, de polariser en spin les porteurs dans ce puits quantique. Donc, il faut imaginer que je pompe non résonant avec une lumière sigma plus et je vais légèrement polariser mon matériau suivant sigma plus. Et après, quand j'arrive en régime laser, finalement, il y a une compétition de modes, par exemple, entre ces 4 modes. Et vous voyez que si j'ai polarisé sigma plus mon gain, le mode qui est derrière, la sigma moins, il ne va pas être très bien pompé. Celui-là, il va être pompé, mais seulement la moitié, parce qu'il a un 1 sur racine de 2. Celui-là aussi, seulement la moitié. Et celui qui va profiter le plus du gain, ça va être celui-là. Et donc, comme on a une compétition de mode, dans un tel processus, c'est que le meilleur gagne. Et donc, c'est ce mode-là qui va laser en premier. De la même façon, si je mets mon gain dans cette région, si je pompe sigma plus, c'est celui-là qui va laser en premier. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et vous voyez ici des spectres quand je pompe sigma plus. Donc, vous voyez, quand je suis sous le seuil, mon spectre, il n'est pas très polarisé. Il est un petit peu polarisé. On perd beaucoup de polarisation des porteurs quand on a de la relaxation. Mais ce n'est pas grave. Il y a un petit peu de polarisation sigma plus. Et ça suffit au mode polarisé sigma plus à se mettre à émettre très fortement au-dessus du seuil laser. Donc, vous voyez ici, quand on est bien au-dessus du seuil, l'émission est polarisée sigma plus et l'émission vient vraiment bien de toute la molécule. Alors maintenant, là, ce qu'il faut démontrer, c'est que j'ai bien un moment orbital, un moment angulaire ici sur cette molécule. Et donc, pour faire ça, on va faire de l'interférométrie. Donc, avec un interféromètre, on va pouvoir mesurer la phase relative entre un pilier et un autre. En fait, on va avoir un des piliers qui sera notre référence et on va regarder la phase de chacun. Donc, ça, c'est ce qu'on voit directement à l'écran. Ça, c'est l'interférogramme entre l'émission de la molécule et puis un faisceau de référence. Et on peut ensuite remonter à la phase. Et vous voyez que la phase tourne dans un sens quand je tourne de plus de 2 pi quand je me déplace le long de la molécule. Et maintenant, si je pompe sigma moins, j'ai la phase qui tourne dans l'autre sens. Donc, il faut imaginer notre petit laser qui émet une onde qui n'est pas du tout une onde plane, qui est une onde dont la phase tourne en tire-bouchon comme ça quand elle se propage. Et puis ici, je vous montre des données où c'est maintenant l'ensemble L égale 2 qui va laser. Et donc, vous voyez ici un mode L égale 2 où la phase tourne de 4 pi quand je tourne le long de la molécule. Donc, on a fabriqué comme ça un petit micro-laser qui est contrôlable optiquement, dont on peut contrôler l'hélicité simplement en changeant la polarisation de la pompe et pour lequel on peut donc, qui est complètement intégrable, on peut fabriquer tout un réseau de ces petits lasers sur une même plaque. Alors, ce type de lumière est très intéressant pour des applications, peut être utilisé par exemple pour manipuler des nanoparticules dans des pinces optiques, ou bien on peut aussi se servir de ce moment orbital pour coder de l'information classique ou quantique. Donc, il y a tout un domaine de recherche qui intéresse les gens. Et donc, vous voyez que grâce à cette démarche qu'on a de simuler la matière condensée et en particulier de réaliser un couplage spin-orbite, on peut apporter quelque chose donc, à ce domaine qui est beaucoup plus appliqué. Voilà. Donc, après, je voudrais juste mentionner qu'en s'intéressant aussi à la topologie, on a pu réaliser le premier laser dit topologique. Donc, on a réalisé en fait une chaîne 1D
qui simule maintenant la chaîne de polyacétylène, qu'on appelle aussi le modèle SSH. Et on a pu faire laser la structure sur un état de bord topologique et montrer que ce système présente des propriétés de robustesse, donc il est immune par rapport à certains types de désordres en lien avec cette origine topologique du mode laser. Et puis ensuite, donc il y a des très beaux travaux d'un groupe à Würzburg qui a montré l'équivalent, mais maintenant dans un graphène photonique avec vraiment des états de bord topologiques 1D, donc démontrer l'effet laser dans un tel état. Alors moi, ce que je voudrais vous montrer, vous parler un petit peu donc, du graphène. Donc comme vous le savez probablement, le graphène, c'est une monocouche d'atomes de carbone organisés dans un réseau en nid d'abeille. Et donc pour calculer la structure de bande donc des électrons qui participent à la conduction, on va en fait, comme pour le benzène, hybrider des orbitales qui sont situées sur chacun des nœuds du réseau, des orbitales PZ. Et ce qu'on observe, c'est la forme c'est cette structure de bande. Donc, il y a 2 atomes par maille, donc il y a 2 bandes. Et ces bandes se touchent au bord de la zone de Brisouin en des points qu'on appelle les points de Dirac. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au voisinage de ces points de Dirac, la relation de dispersion est linéaire. Donc, on a fait la même chose avec des piliers. Donc, vous voyez ici un réseau en nid d'abeille de micropiliers. Et on peut directement regarder la lumière qui est émise par ce réseau en fonction de l'angle. Et quand on fait ça, voilà ce qu'on observe. Donc, ici, je vous montre pour un angle donné, pour un KX donné, ce qu'on observe en fonction de l'angle dans l'autre direction, donc pour un KI, en fonction de KY. Et ce que vous voyez, c'est directement ici la structure de bande qu'on voit ici sur le côté avec les points de Dirac. Et si on fait une coupe ici à l'énergie de ces points de Dirac, on voit directement les 6 points de Dirac, la première zone de Brillouin, les zones de Brillouin à H100. Donc, on est en train vraiment de faire la même expérience que ce qu'on ferait en ARPES avec un graphène, un vrai graphène. Ici, on le fait en spectroscopie optique en fonction de l'angle avec simplement quelques lentilles. Alors, on peut aussi regarder les bords du graphène et faire des réseaux avec des bords bien contrôlés. Donc ici, c'est une photo en microscopie optique où on vous montre les 3 types de bords qu'on peut réaliser avec ce graphène artificiel. Les bords zigzag et armchair qui sont bien connus. Et puis, un autre type de bord qu'on appelle barbu, parce qu'il y a des petits poils qui dépassent comme ça. C'est des petits atomes, des petits piliers qui vont donc être positionnés là, que sur du vrai graphène, on ne verrait pas parce que les liaisons pendantes se réorganiseraient. Mais nous, les petits piliers, ils restent là où on leur dit d'être et donc on peut aussi étudier ces bords. Alors, on a fait beaucoup de choses sur ces échantillons et sur cette physique, en particulier en collaboration avec Alberto Amo. Je voudrais juste vous montrer un travail qu'on a publié récemment sur les propriétés des cônes de Dirac. Donc, comme on l'a déjà dit, le réseau de graphène, il a 2 atomes par maille. Et donc, pour définir les états propres, on peut donc écrire des vecteurs à 2 composantes qui vont donner l'amplitude de la fonction d'onde sur chacun des 2 atomes des 2 sous-réseaux. Et donc, il y a une phase ici qui va définir chacun des vecteurs d'onde en fonction de Q. Donc, si on représente cette phase dans l'espace des cas, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette phase, elle tourne de plus de pi ou de moins de pi autour des cônes de Dirac. Et du coup, ça lui donne, en fait, il y a une singularité de phase au voisinage des cônes de Dirac, ce qui donne une robustesse à ces cônes de Dirac, qui les rend qui leur donne une certaine immunité par rapport aux déformations du réseau. Donc, c'est ce nombre qu'on appelle le winding, W, c'est le nombre de tours que fait la phase autour des cônes de Dirac. Alors, il y a un très joli travail qui a été réalisé théoriquement en 2009 par des gens que vous connaissez bien, Gilles Montambeau, Frédéric Pichon, Jean-Noël Fuchs et Marc Gorbic, qui se sont intéressés donc à la variation de la structure de bande du graphène quand on lui applique une tension suivant une seule direction, une tension uniaxiale. Donc, il faut imaginer qu'on appuie par exemple très fortement sur le graphène, donc on rapproche ici les atomes, donc on augmente T2 par rapport à T1, donc ça c'est une compression, et bêta va être supérieur à 1. Et puis on peut aussi tirer sur du graphène, à ce moment-là les atomes sont plus éloignés des autres et bêta sera plus petit que 1.
Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que si on considère qu'on appuie sur le graphène et donc que bêta devient plus grand que 1, on voit que les cônes de Dirac se rapprochent pour finalement s'annihiler, se fusionner. Donc, on voit qu'en fait, on a cette charge plus 1 et cette charge moins 1 qui s'annihilent. Ici, au point critique pour bêta égale 2, on n'a plus du tout de rotation de la phase et à ce moment-là, on peut ouvrir un gap. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au point critique, si on regarde la dispersion des particules, eh ben, on voit que suivant une direction, elle est quadratique. Donc, on a des particules qui sont massives pour leur mouvement dans une direction, alors qu'au contraire, dans l'autre direction, ils ont une dispersion linéaire et donc ils se propagent comme des particules sans masse. Donc, c'est ce qu'on appelle des particules semi-Dirac. Alors, pour voir ça expérimentalement dans du vrai graphène, il faudrait appuyer, mais extrêmement fort, sur le graphène. Et en fait, le graphène aurait fondu bien avant qu'on soit capable de mesurer ça. Et finalement, c'est vraiment les systèmes artificiels qui permettent de regarder ça. Donc, ça a été déjà fait dans différents systèmes avec des cavités micro-ondes, avec des atomes froids. Moi, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est l'expérience faite avec des réseaux de cavités pour les polaritons. Donc, on va faire des cavités où les deux atomes, ici, les deux piliers sont plus proches ou bien, au contraire, sont plus éloignés. Donc, sur un même échantillon, on va fabriquer tout un réseau de réseaux en nid d'abeilles qui sont déformés. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a étiré le réseau. Donc, en fait, ce sont des réseaux qui ont le même nombre de mailles. Et vous voyez qu'ici, on part d'un carré, puis ensuite, ça devient vraiment allongé suivant une direction, ça fait un rectangle. Alors, si on regarde la dispersion en fonction de bêta, donc pour bêta égale 1, on retrouve nos cônes de Dirac, comme on a déjà discuté. Et ce que vous voyez ici, c'est pour bêta égale 2. Et vous voyez que dans une direction, la dispersion est vraiment parabolique. Et puis, au contraire, dans la direction orthogonale, on a une propagation linéaire. Donc, on a vraiment des polaritons semi-Dirac. Et dans cet article qui vient d'être publié, on a pu vraiment montrer des propriétés de transport anisotropes très différentes dans les deux directions, puisqu'il y a une direction où les particules se propagent comme des particules massives, alors que dans l'autre, elles se propagent comme des particules linéaires. Et puis ensuite, quand bêta est plus grand que 2, à ce moment-là, on voit l'ouverture d'un gap. Donc, on voit très bien cette fusion des cônes de Dirac directement en regardant l'émission en fonction de l'angle et ça modifie les propriétés de transport. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez déjà dû voir qu'on a non seulement les bandes S qui ressemblent à celles du graphène, mais on a aussi des bandes au-dessus qui viennent de l'hybridation des bandes P. Donc en fait, il y a une bande plate, il y a des bandes ici qui présentent des cônes de Dirac, et il y a toute une physique à faire, des nouveaux états de bord, des cônes de Dirac qui apparaissent quand on applique une contrainte. Donc la physique est vraiment très très riche et va bien au-delà de ce qu'on peut voir dans le vrai graphène. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec des réseaux en simulant de la matière condensée. Alors, pour finir, je voudrais passer à un sujet qui n'a a priori, mais vraiment rien à voir, qui est la physique qu'on appelle KPZ. Et donc, c'est une physique qui décrit dans des systèmes tout à fait classiques la croissance en fonction du temps d'un interface. Donc, il faut imaginer un interface qui est défini par une hauteur qui peut être unidimensionnelle ou bidimensionnelle et qui, au cours du temps, va être régie par cette équation non linéaire avec un terme de diffusion, un terme de croissance non linéaire et un terme de bruit, de fluctuation stochastique. Donc, cette équation, elle décrit des systèmes extrêmement variés, comme la croissance des cristaux, la croissance couche par couche des cristaux, des cristaux liquides, elle peut décrire la croissance de bactéries, la forme du givre sur une fenêtre, donc un ensemble de systèmes qui sont très, très variés. Et donc, l'intérêt de ce système, c'est qu'en fait, si on regarde les corrélations que va développer cette interface, c'est-à-dire les corrélations entre ce qui se passe à un instant donné à une certaine position et ce qui se passe à un autre instant et à une autre position, il y a des corrélations qui vont se développer, des corrélations spatio-temporelles et qui obéissent à des lois d'échelle qui sont universelles.
Et donc, ça veut dire que quel que soit le système, si on est en 1D, les coefficients critiques qui vont définir ces corrélations sont les mêmes. Et en 2D, de la même façon. Alors, c'est une équation en plus qui est extrêmement… Donc, c'est un modèle fondamental qui s'applique à un très grand nombre de systèmes hors équilibre. C'est un modèle qui est très intéressant pour les mathématiciens. En fait, c'est un modèle extrêmement difficile à résoudre analytiquement. Et donc, en fait, ça a donné lieu à la médaille Fields en 2014 pour la résolution analytique en 1D. Et en 2D, la résolution analytique n'a toujours pas été trouvée. Donc, c'est un modèle très, très riche. Alors, quel est le lien avec ce que je vous raconte depuis le début, où moi, j'étudie finalement de la lumière en cavité? Alors, en fait, donc, ce que je vais vous décrire ici, c'est des expériences de condensation. Comment on fait pour faire condenser de la lumière dans un état donné? Donc, dans ces expériences, et je vous ai déjà montré ces figures, on va pomper de façon non résonante un échantillon. Les porteurs relaxent, vont venir former un espèce de réservoir d'excitons. Et puis, les excitons vont pouvoir relaxer, peupler un état de polariton donné, qui va être notre condensat, qui va pouvoir émettre de la lumière, et c'est ça qu'on va mesurer. Alors, on peut de façon très phénoménologique décrire ce système en fait comme un système à deux boîtes. Le réservoir d'un côté et le condensat de l'autre. Et par exemple, vous voyez que le réservoir, il est peuplé, il est pompé par notre pompe, il a un terme de gain, et ensuite il peut se dépeupler, soit par recombinaison dans d'autres modes, soit par alimentation de notre condensat. Et puis le condensat, il a une équation qui le décrit avec un terme d'énergie cinétique, des interactions, un terme de gain qui est parce qu'il est peuplé par le réservoir, un terme de perte et un terme de bruit parce que dans ces expériences, il y a du bruit. Voilà, donc ça, c'est ces deux équations qui décrivent le condensat. Et alors, en fait, on peut faire une transformation sur ces équations. La première qui est d'écrire que la phase, c'est racine de rho exponentielle θ, la phase du condensat. Donc, il y a une densité et puis une phase. Et en faisant certaines approximations, on peut montrer que la phase du condensat obéit à une équation, donc en fonction du temps et de l'espace, qui est exactement une équation KPZ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde un condensat 1D, au cours du temps, si je trace la phase, voilà, ça c'est un instant donné, et puis un peu plus tard, et puis un peu plus tard, finalement, la phase, elle se comporte comme une interface. Un interface qui va développer des fluctuations spatio-temporelles. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que j'attends, c'est que les corrélations de phase obéissent à des lois d'échelle. Et ça, je peux le déduire directement en mesurant ce qu'on appelle la fonction de corrélation G1 en fonction de l'espace et du temps. Donc, en faisant des expériences pour mesurer la cohérence du premier ordre sur un condensat, on doit pouvoir remonter à des équations, à des scalings, à des lois d'échelle KPZ. Donc, pour faire ça, il faut des condensats très étendus pour être capable de sonder sur des grandes distances et pas être limité par des effets de taille finie. Et donc, c'est ce qu'on a fait récemment, donc dans des réseaux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ici, vous voyez, donc ça, c'est vraiment une expérience, un profil expérimental d'un condensat de polariton 1D. Vous voyez ici, c'est des microns, donc il fait plus de 100 microns de long. Et vous voyez ici une figure d'interférence sur ce condensat. Vous voyez que tout du long, le condensat est très cohérent et on peut comme ça mesurer, donc ça c'est des valeurs expérimentales mesurées du G1 en fonction de delta T et de delta X. Et donc après ça, on peut tracer ces mesures de G1 sur des échelles en coordonnées réduites. Et ça, c'est vraiment la façon de voir si on a un scaling de KPZ. Si on a un scaling de KPZ, tous les points viennent se positionner sur une courbe universelle qui est caractéristique de KPZ et c'est exactement ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit pour plein de puissances sur plein de réseaux différents. Donc, vous voyez que finalement, là, on voit vraiment un exemple d'émulation où finalement, c'est la phase du condensat qui va servir à simuler la hauteur de cette interface et on retrouve exactement cette physique. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ici, la phase, c'est une variable compacte. C'est une variable qui boucle sur elle-même, alors qu'une interface, c'est une hauteur et c'est quelque chose qui pas du tout, qui boucle pas, qui croît de 0 à l'infini. Et du coup,
parce qu'on a une variable compacte, en fait, on peut avoir des vortex, même dans un système 1D. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, on peut avoir un vortex spatio-temporel, c'est-à-dire, vous voyez, on essaye de le représenter comme ça. C'est une phase qui tourne sur elle-même, suivant la direction spatiale de notre système 1D, mais aussi suivant le temps. Et du coup, comme on a en fait un modèle effectif qui est 2D, eh ben, on s'attend à ce qu'il y ait une transition de phase du premier ordre entre une phase ordonnée qui est la phase KPZ et une phase complètement gouvernée par des vortex et qui, du coup, devrait décroître de façon exponentielle. Donc, ça, c'est un papier qui prédit cette transition de phase, qui prédit que les polaritons sont dans la phase ordonnée et c'est pour ça qu'on arrive à voir ce scaling KPZ. Et du coup, ça serait très intéressant d'aller voir, essayer d'observer cette transition de phase. Voilà, donc ça, c'était l'exemple le plus récent sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, de voir de la physique KPZ dans un système comme un système donc, driven dissipative, c'est-à-dire qui subit pompe et déclin, un système plus quantique. Voilà, donc je voudrais conclure en disant donc que j'espère que je vous ai convaincu qu'on peut vraiment simuler des systèmes physiques vraiment très variés. On peut regarder de la physique de Dirac, s'intéresser à la topologie. J'en ai pas parlé, mais on peut aussi fabriquer des quasi-cristaux et vraiment étudier la localisation de la lumière et les interactions dans un quasi-cristal. J'en ai pas parlé, mais il y a les non-linéarités. Et donc, on voit par exemple des solitons topologiques et des excitations du système intéressantes. Et puis même, la physique KPZ peut être explorée. Donc, qu'est-ce qui nous excite particulièrement? Qu'est-ce qu'on veut faire dans la suite? Donc, KPZ, c'est un problème aussi très intéressant en 2D et en particulier avec une variable compacte. Donc, on a maintenant des réseaux 2D dans lesquels on va pouvoir explorer les corrélations de phase. Et puis, une des directions vers lesquelles on s'engage, c'est d'essayer d'aller vraiment dans le régime quantique. Ça veut dire aller vers des régimes d'interaction où on est vraiment sensible aux polaritons uniques. Et du coup, il y a des prédictions théoriques qui disent que ces petits réseaux de cavités devraient permettre de générer des états à plusieurs photons, des états intriqués. Donc, très, très intéressant. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les directions dans lesquelles on va. Et donc, avant de terminer, je voudrais vraiment remercier tous nos collaborateurs et en particulier les théoriciens avec lesquels on travaille. Donc, on a beaucoup de collaborations avec Jacopo Carusoto de Trento et puis le groupe de Guillaume Malpuech et Dimitri Solnichkov. On est très content de travailler avec Gilles Montambeau, donc qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le graphène et qui s'intéresse beaucoup à notre graphène artificiel. On a travaillé aussi avec Odette Zilberberg sur les quasi-cristaux. Et puis, donc ça, c'est le groupe de gens avec lesquels on travaille sur KPZ, avec en particulier Léonie Canet et Anna Mingouzi du LPMMC, et puis également Jacopo. Ensuite, je voudrais vraiment remercier les expérimentateurs, les collaborateurs du groupe des Polaritons. Donc, on a un très grand merci. On est très reconnaissant à tous les gens qui fabriquent les échantillons pour nous. Aristide Lemaître et sa collaboratrice Martina, donc ils font toutes les pitaxies. Isabelle Sagne qui a développé un procédé vraiment extraordinaire pour graver ces structures. On travaille toujours beaucoup avec Alberto Amo, donc, qui était avant au C2N et qui a maintenant monté son propre groupe à Lille. Et puis donc là, vous voyez la photo du groupe actuel au C2N. Et donc, c'était lors d'une excursion à Etretat où on est allé après le confinement pour prendre l'air et un peu de vitamine D. Voilà, et avec ça, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Jacqueline, pour cette belle revue, ces belles images. On a l'impression que ça a l'air facile, que les expériences sont toutes simples à faire. C'est pas vrai, mais c'est tellement beau qu'on a l'impression que tout est possible. Alors, je vais passer la main pour les questions. Je vais voir s'il y a des mains qui se lèvent. Et le temps que les gens posent les questions, je vais peut-être tout de suite, le temps que je vois les mains se lever, je vais tout de suite en poser une justement sur la simplicité. Quand on voit en général les gens qui font des systèmes analogiques, que ce soit ce que tu fais ou les atomes froids, etc., on commence à refaire des expériences de matière condensée.
on va dire c'est beaucoup plus joli au sens où on a simplifié le système. Et puis, en fait, le Graal, c'est toujours, oui, mais on ne fait pas que les expériences simples de matière condensée. Nous, on va être capable de brancher les interactions. Et en fait, j'ai l'impression que les exposés commencent souvent comme ça, mais j'ai pas. Ma question, c'est sur justement, par exemple, dans votre cas, comment on branche les interactions. C'est-à-dire, par exemple, si on faisait un réseau de graphène ou même un réseau carré, comment on ferait avec vos polaritons pour faire le modèle de Hubbard? Alors, j'ai pas de transparent là malheureusement. Donc, comment on fait? Alors, donc, ce qu'on fait actuellement. Donc, comment on fait pour brancher les interactions? On augmente la densité déjà chez nous, dans le graphène, dans tous les réseaux tels qu'on a actuellement. Donc, les expériences que j'ai montrées aujourd'hui, parce que c'est les plus simples à expliquer, ce sont des expériences, j'essaye de juste, je trouve un réseau, voilà, par exemple ça, où on a pompé de façon non résonante, et puis voilà, on peuple les bandes, et en fait, la densité de polaritons par mode, elle est très faible, et ça, c'est le régime linéaire. Alors, on peut augmenter la puissance et puis ça va se mettre à laser quelque part et c'est comme ça que ça fait KPZ. Et ça, c'est encore un modèle où il n'y a pas beaucoup d'interactions. Donc, comment on va brancher vraiment les interactions? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un laser qu'on va venir accorder à un mode bien particulier et on va injecter massivement des photons dans un mode donné. Quand on fait ça, il n'y a plus de réservoir excitonique, il n'y a plus que des polaritons dans le mode qui nous intéresse. Et à ce moment-là, dans un modèle de champ moyen, on peut décrire ça par une équation de Gross-Pitaevsky où on a un terme en G psi 2 et ce terme-là va devenir très fort et va donner lieu à la superfluidité, à des solitons, à un spectre d'excitation de Bogoliubov, etc. Donc, ce n'est pas Bose-Hubbard encore, mais c'est non linéaire déjà. Oui. Après, pour aller au-delà de ça, il faut des interactions plus fortes. Parce que pour l'instant, le champ moyen, ça suffit, mais on n'est pas encore dans un modèle de Bose-Hubbard. Donc, pour faire ça, il faut changer un petit peu la zone active. Au lieu d'avoir des puits quantiques, je suis désolée, je n'ai vraiment pas mis ce transparent-là. Au lieu d'avoir des puits quantiques simples, je vais juste prendre, voilà, au lieu de mettre un puits quantique, on va mettre des puits quantiques. Alors, une des propositions, c'est de mettre des puits quantiques couplés pour former des excitons, non seulement des excitons directs, mais aussi des excitons indirects qui ont un dipôle. En fait, on a besoin de renforcer les interactions et avec des excitons dipolaires, on va pouvoir avoir des interactions dipôle-dipôle. Et ça a été montré comme étant capable de multiplier les interactions par un facteur 10. Et du coup, là, on devrait réussir à atteindre un régime quantique où quand on excite de façon résonante un pilier, on a l'équivalent du blocage de Coulomb. On les rentre un par un. Ça veut dire que l'interaction polariton-polariton va augmenter l'énergie. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans le… Attends, je ne te vois pas, je voudrais voir. C'est comme quand on injecte dans un îlot en blocage de Coulomb, quand on en met deux, ça monte l'énergie et ça désaccorde. Et du coup, les électrons rentrent un par un dans le système. Ben, on va pouvoir faire la même chose, mais avec des photons. À ce moment-là, les photons qui vont être transmis vont sortir un par un. Et ça, c'est sur un seul pilier. Mais après, si on fait un réseau, on a vraiment un système où on va avoir une interaction de boson de cœur dur sur site. Et donc, les particules peuvent passer d'un site à l'autre avec une interaction de cœur dur. Donc, c'est des bosons. C'est Bose-Hubbard, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est notre Graal hein, et on sait comment faire. Voilà, on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, on a des interactions très, très fortes, mais pas assez fortes pour entrer dans le régime quantique. Donc, on fait de l'optique non linéaire avec des interactions qui sont typiquement 1000 fois plus fortes que dans un cristal non linéaire standard. Et il nous manque un petit facteur 50 sur les interactions, 10-50 sur le U sur gamma. Il faut que l'interaction sur site soit plus forte que la largeur de raie pour que quand on a ce blue shift, on soit désaccordé complètement comme dans le blocage de Coulomb. Voilà. Merci bien. Alors, je vois deux mains qui se sont levées. Alors, Mathieu, par exemple. Oui, bonjour, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment magnifique.
vraiment exceptionnel. J'ai une question relativement naïve, en fait, qui porte sur, je pense, à peu près la moitié, quelque part la moitié de votre exposé. Ouais. Vous parliez d'émissions d'ondes vortex dans une molécule artificielle de benzène, je Ouais. pense. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, c'est une question en deux parties. La première, juste pour que je sois sûr d'avoir compris, voilà, c'est là. En fait, si vous voulez faire laser un vortex, il faut que vous excitiez avec une polarisation circulaire, mettons droite, peu importe. Bon, Ouais. après, évidemment, ce qui Mais est c'est la réémis, polarisation, ça c'est c'est la rotation du champ électromagnétique, c'est pas la phase, hein, c'est 2 degrés de liberté différents. oui, Ouais. oui, voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Mais donc vous excitez, c'est ça qui est assez joli, enfin, de ce que je comprends, c'est que vous excitez avec une polarisation circulaire et vous ressortez avec un vortex, donc avec une phase singulière. Donc Mhm. c'est magnifique. Donc ma première question, c'est est-ce que l'onde qui est réémise, l'onde laser, est toujours polarisée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un vortex, mais aussi polarisée circulairement? Oui, c'est ce Voilà, donc ça, mode-là. voilà. Et donc, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible dans ce type de système, je ne sais pas trop comment, en fait, donc d'où ma question, d'observer de l'intrication. Alors, je ne pense pas forcément à cet état-là, mais plutôt celui qui est à plus haute énergie ou plus basse énergie, puisque vous avez finalement quelque chose qui ressemble à l'intrication. Est-ce que c'est des choses que vous êtes capable de faire ou vous voulez faire ou, Alors, euh, c'est pas vraiment de l'intrication parce que c'est un mode. Alors, ça, c'est une superposition linéaire, c'est juste un changement de base en fait. C'est Ah, des d'accord, nouveaux modes d'accord. propres. Donc, ce mode-là aussi, on peut le faire laser quand on pompe linéaire. Et on voit effectivement que si on détecte sigma plus, on voit un vortex qui tourne dans un sens. Mais si on détecte sigma moins, on voit le vortex qui tourne dans l'autre sens. Ça, on a un papier où on montre ça. Après, l'intrication, ce serait plutôt ici. Donc, vous voyez que par exemple, si vous avez imaginé qu'on a une boîte quantique qui émet une paire de photons, l'un sigma plus, l'autre sigma moins, et ben son photon qui est sigma plus, il sera L égale plus 1, et son photon qui est sigma moins, il sera L égale moins 1. Et on aura une paire de photons intriqués. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut un D'accord. émetteur quantique à l'intérieur. Et s'il émet 2 photons et que l'un est sigma plus et l'autre est sigma moins, ben en fait, on aura aussi encodé le moment angulaire avec ça. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, une autre question, l'élémentale. Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup pour cet exposé. Puisqu'on en est sur cette diapo, j'avais juste une question. Vous avez dit que pour mesurer, pour voir le vortex, vous faisiez interférer l'émission de la cavité avec un faisceau de référence. Ouais. Et comment vous ajustez la longueur d'onde? Vous êtes capable... Alors, en fait, je n'ai pas expliqué parce que je ne voulais pas être trop longue. Ce qu'on fait, parce qu'évidemment, le laser qu'on pompe, il est non résonant, donc on ne peut pas du tout s'en servir comme référence. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'image dans un interféromètre. Donc, on la sépare en deux. Et il y a une des deux images qu'on grandit, qu'on agrandit énormément, ce qui fait qu'à la sortie, on superpose une image très agrandie avec la petite image initiale. Et du coup, c'est ça qu'on voit. En fait, c'est cette grande image dont on va servir comme référence. On voit que la petite molécule-là, elle interfère avec un seul pilier de la grande image. Et donc, ce qu'on va voir, c'est la différence de phase entre ce pilier-là qui est très agrandi et les autres. Ok, merci. C'est très clair. Merci beaucoup. Si j'ai le droit à une deuxième question. Oui, je ne sais pas. C'est à propos du graphène, vous avez parlé des états de bord, que vous étiez capable de fabriquer des bords différents. Ouais. Et j'ai pas vu si vous en parliez après. Ce que Non, vous... j'en ai pas parlé parce que je voulais, sinon j'allais vous assommer. Mais on a là, par exemple, dans cet article, on montre les états de bord du graphène. Je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans un autre, il y a les états orbitales, je ne me rappelle plus, et je ne vois pas celui d'en dessous. Mais on peut aller regarder la structure de bande près des bords et on voit apparaître des lignes qui correspondent aux états de bord. Et si on regarde spatialement, on voit qu'effectivement, ces états de bord viennent du bord. Mais là, c'est des expériences d'optique qu'il faut faire. D'accord? Donc, ça, il faut aller regarder dans les papiers. Je ne les ai pas montrés. Je n'ai pas les transparents là. Et en fait, ma question, si je peux me permettre, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont topologiquement préservés ou... Alors, donc, par exemple, dans le graphène, le vrai graphène, quand on a, donc il a été montré que si on a un couplage spin-orbite, ça on l'a déjà montré dans le benzène,
plus on peut mettre un champ magnétique pour faire un splitting Zeeman et briser l'invariance par renversement du temps. À ce moment-là, apparaissent dans le gap des états de Bohr qui sont vraiment des états de Bohr qui se propagent dans un seul sens et dont l'origine est topologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, localement, je détruis un peu de mes piliers, je fais un trou là dans ma structure, quand ils arrivent ici, ben là, c'est vraiment un défaut, quoi. J'ai brisé l'invariance par translation. Normalement, ma lumière devrait avoir au moins une probabilité d'être réfléchie en arrière. Et en fait, non. Comme je n'ai pas d'état qui se propage dans l'autre sens, la lumière va faire le tour et va continuer son petit bonhomme de chemin tout droit. En fait, cette lumière, elle est dans un état de Bohr qui est dans le gap du matériau massif. Donc, il n'y a pas moyen d'être diffusée dans le massif parce qu'il n'y a pas d'état. On est dans un gap. Et il n'y a pas moyen non plus d'être rétrodiffusée parce qu'il n'y a pas d'états qui vont dans l'autre sens. Donc, la lumière, elle va tout droit et elle est insensible au désordre. Dans le laser 1D, c'est plus trivial. Mais ce laser-là, on a pu montrer qu'il était insensible aux variations des coefficients de couplage. S'il y a un petit peu de désordre dans les coefficients de couplage, l'état de Bohr, il reste à énergie zéro, il reste localisé sur le premier pilier. Et de la même façon, si on introduit des désordres sur les énergies sur site, l'état va commencer à se déplacer dans le gap, mais tant qu'on est dans le gap, il est super bien localisé sur le premier pilier. Alors que si c'est des états plus standards, comme des états de TAM, eh ben, eux, par contre, ils se déforment énormément. Et il se trouve qu'on a fait une expérience où il y avait à la fois des états de Bohr et des états de TAM, et on voyait très bien la différence entre les deux. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Moi, Frédéric. Oui, vas-y. Tu nous as montré des courbes où il y avait des bandes plates. Est-ce que vous arrivez à faire des bandes plates détachées complètement d'une bande dispersive? Ah bah oui, alors c'est pareil, j'ai pas... Et à ce moment-là, ce serait aussi un bon moyen d'augmenter artificiellement les interactions. Parce que dans les bandes plates, comme il y a des très fortes dégénérescences, il n'y a pas d'échelle d'énergie. Donc du coup, en principe, donc, ça pourrait être un moyen favorable. Fait des bandes plates, effectivement. Donc on a un réseau, c'est un réseau de lib. C'est un réseau avec... c'est une chaîne 1D et où tu mets un atome au-dessus, un atome sur deux. D'accord, Une espèce de combe. Et donc, effectivement, on voit une bande plate, on a pu condenser dans la bande plate, on a fait des solitons dans la bande plate, on a fait toutes sortes de choses. On avait aussi cette idée que c'était super à cause des interactions parce qu'il n'y a pas d'énergie cinétique. Mais en fait, chez nous, il y a quand même une largeur de Ray. Donc, les interactions vont être plus fortes, mais il faut qu'elles soient toujours plus grandes que la largeur de Ray. Et on n'est toujours pas dans ce régime-là. Donc, effectivement, quand on aura du blocage, les bandes plates, ce sera un bon système pour aller regarder. Et si je peux poser une deuxième question, est-ce que vous avez songé à regarder la physique non hermitienne? Oui. Alors, donc ça, on est en plein dedans. Donc, par exemple, disons que on a regardé, par exemple, des solitons dans des réseaux topologiques. C'est pareil, j'ai pas le papier est sur Archive, là, il n'est pas encore sorti. Et en fait, on a pu montrer, donc on se met sur du bulk. Il faut imaginer qu'on est sur le bulk d'un réseau SSH et on vient pomper localement de façon résonante dans le gap topologique. Et quand on fait ça, on a pu montrer qu'on arrive à créer des solitons topologiques qui n'existent pas dans un système conservatif. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pompe en opposition de phase les deux sites d'un même dimère et on crée un soliton topologique qui a exactement la forme d'un état de Bohr topologique. Donc, on montre qu'en faisant ça, avec les non-linéarités, en fait, on crée optiquement comme une interface non triviale dans le bulk avec un soliton qui est localisé sur un site et ensuite sur un site sur deux, donc qui est vraiment polarisé de spin comme un état de Bohr topologique. Donc, on commence, ça c'est vraiment driven dissipatif. C'est la pompe qui injecte en permanence et qui stabilise des solutions qui n'existent pas dans les systèmes conservatifs. Mais c'est uniquement local, en un point. Là, ce qu'on a fait, oui, c'est uniquement local en un point. Donc, on veut montrer, en regardant le spectre de Bogolyubov aussi, qu'on a vraiment une transition de phase topologique.
Après, on peut pomper, par exemple, du vrai graphène localement en faisant une ingénierie des phases de la pompe. Voilà. Donc, on joue là avec le côté driven dissipatif. Après, on peut faire de la putisymétrie si on veut, en mettant du gain quelque part qui compense exactement les pertes. Bon. OK. Voilà. Mais il y a tout un truc à faire sur la non-herméticité dans notre système. Ouais. Est-ce que, Mathieu, tu as encore une question ou la main était restée levée? Pardon, la main était restée levée. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Tout le monde est content. Bon. On va s'arrêter là. Et donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si on s'habitue à Zoom, mais j'ai trouvé que le séminaire était agréable. J'aurais peut-être dû proposer des questions pendant l'exposé. J'ai pas. On a eu pas mal de questions quand même. Questions à la fin. Ouais.